A émis un communiqué hier. L'Institut économique de Montréal est, dans la définition qu'on en donne, un think tank indépendant sur les politiques publiques. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM, comme on l'appelle, stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat. Aussi, hier, quand on nous a proposé d'avoir quelqu'un de l'Institut économique de Montréal, on s'est dit, tabarouette, c'est pas à prendre à la légère. Je trouvais ça d'ailleurs très, très, très intéressant. Alors, on a l'occasion de parler ce matin concernant la décision de GNL avec, il est économiste et directeur des opérations à l'Institut économique de Montréal. Alors, Miguel Ouellette, qu'on a avec nous ce matin. Bon début de journée, M. Ouellette. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Ça fait extrêmement plaisir et ça nous permet d'avoir également un point de vue extérieur de ce dossier-là, de cette décision-là hier qui a été annoncée. Le gouvernement qui dit non à GNL. Comment, du point de vue de l'Institut, et vous en tant qu'économiste, comment vous trouvez cette décision-là ce matin? En fait, pour être clair, là, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour l'économie régionale du Saguenay. On le sait, GNL Québec, ça aurait créé quelques milliers d'emplois pour la région. Puis malheureusement, le Saguenay, dans les dernières années, on a vu qu'il y a eu un taux de chômage qui était un peu plus élevé que la moyenne provinciale. Puis on a aussi un PIB par habitant qui est inférieur à la moyenne de la province. Donc nous, on voyait vraiment GNL Québec comme une opportunité en or pour la région. Donc c'est vraiment ce que le Saguenay a besoin, de davantage d'investissements privés. Puis là, de voir le gouvernement dire non, je pense que c'est un coup dur pour les Saguenayens, mais aussi pour l'ensemble des Québécois, là. Ça rejoint ce que Pat nous disait hier. On s'envoyait des messages. Puis Pat, toi, tu disais que c'est un tabarouette de mauvais messages, un mauvais signal à envoyer aux investisseurs de l'étranger. C'est parce qu'ils dépensent beaucoup d'argent pour se faire valoir, se faire voir, pour préparer les projets. Ça fait que si ils parlent de plusieurs dizaines de millions de dollars préparés, ils voudront pas se donner la peine de le faire, puis les autres compagnies vont dire, regarde, allez-y pas, vous allez perdre des millions pour vous faire dire non au bout du compte. Effectivement, puis je pense qu'il y a une chose qu'il faut être clair, c'est que ces projets-là, s'ils n'ont pas lieu au Québec, ils vont avoir lieu ailleurs. Ça peut être en Ontario, ça peut être en Alberta, ça peut être en Colombie-Britannique ou même dans d'autres pays. Dans d'autres pays où justement il n'y a pas de réglementation environnementale. Exactement. Et là, ils deviennent polluantes. Oui, exactement. Puis ici, on le sait, au Québec, on a la chance d'avoir l'hydroélectricité. Ça aurait été une des matières premières qui aurait été utilisée pour liquéfier le gaz naturel. Donc, on est bien mieux d'utiliser l'hydroélectricité que d'envoyer ce projet-là, par exemple, en Arabie Saoudite ou dans un autre pays où ce que les conditions de travail, on n'en parle pas, puis qu'il y a moins de réglementation. Donc, on était mieux d'avoir ce projet-là ici, au Québec, de s'assurer qu'il y ait une belle réglementation en place, un beau cadre réglementaire, puis ensuite exporter ce gaz naturel-là vers des marchés, par exemple, en Europe ou en Asie, où ce qu'ils utilisent encore du bon vieux charbon. Donc, on aurait en fait diminué les émissions de GS émis globalement. Puis tant qu'à moi, c'est ça le but, là. Dans le fond, ce que les Verts sont parvenus à faire, c'est de faire pire que ce qu'ils ont voulu faire. Ils voulaient sauver, oui, ici, l'environnement, mais ils vont la briser ailleurs parce que si ça va ailleurs, ça peut être pire. Effectivement. Puis qu'est-ce qui est dommage là-dedans, c'est qu'au Québec, on s'est mis des cibles de réduction de GES. Donc là, si ce projet-là avait lieu, c'est sûr que les émissions de GES auraient augmenté pour la province, mais il aurait diminué dans le monde. Donc la lutte au changement climatique, c'est pas un problème provincial, c'est un problème international. C'est de même qu'il faut le voir, puis c'est plate qu'à cause d'une cible qu'on s'est fixée au Québec, qui ne tient pas en compte vraiment l'environnement externe dans lequel on vit, mais là, on vient dire non à un projet comme ça. Puis on le voyait, là, le projet aurait créé 6 000 emplois pendant la construction, donc c'est une période de 4 ans. Puis ensuite, 1 350 emplois directs et indirects par la suite. Donc c'est vraiment beaucoup d'emplois pour les Saguenayens, pour la région. Puis je pense que ça aurait pu permettre l'essor économique là, de la belle région de Saguenay. Trouvez-vous que le gouvernement a manqué un peu de souplesse dans ce dossier-là, M. Ouellette? Mais je pense que oui, parce qu'en fait, une des raisons pourquoi le gouvernement du Québec n'est pas allé de l'avant, c'est à cause de la notion d'acceptabilité sociale. Mais on se souviendra quand il y a eu un sondage qui a été fait au Saguenay il y a quelques mois. Oui, par Segment Recherche. Exactement. La majorité des Saguenayens étaient pour le projet.
Mais là, on voyait des militants, des activistes de Montréal qui sont pas dans la région, qui se sont mis ensemble. On a vu Greenpeace, on a vu la coalition Fjord, Équiterre, qui se sont tous mis ensemble, qui se sont mobilisés contre le projet. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'on n'a pas entendu les gens sur place. Puis avec toute la campagne de désinformation qui s'est faite, bien, c'est sûr que même des gens sur place ont commencé à se questionner sur le projet. Mais c'est ça qui est dommage avec l'acceptabilité sociale, c'est qu'on n'écoute pas assez les gens concernés, puis on donne une voix trop forte à des militants de l'extérieur qui n'ont rien à voir avec le projet. L'acceptabilité sociale était quand même là, à mon avis, selon ce même sondage de Segma Recherche-là. Par contre, on dit, hier, on a rappelé qu'on ne s'est pas rendu jusqu'à la notion ou la mention de l'acceptabilité sociale parce qu'on disait que la compagnie GNL ne remplissait pas les deux autres conditions, en termes de pollution notamment. Oui, effectivement, mais ça, je pense que cette analyse-là de pollution, c'est discutable. Il y a quelques hypothèses qui ont été faites que je serais pas d'accord. Puis je pense qu'il y a plusieurs chercheurs non plus qui seraient pas d'accord. Donc là, c'est un peu une guéguerre de scientifiques, comme je pourrais dire. Mais pour ce qui est de l'acceptabilité sociale, le problème avec ça, c'est que c'est pas une mesure qui se quantifie. Donc c'est pas si 60% des Saguenayens sont pour, on va de l'avant. C'est vraiment des discussions qui doivent avoir lieu entre les communautés autochtones, les Saguenayens, quelques militants environnementalistes, le gouvernement et tout ça. Donc vraiment, cette notion-là est pas assez claire, puis ça donne beaucoup de pouvoir au gouvernement, qui est un pouvoir discrétionnaire de dire oui ou non à un projet comme ça. Donc j'aurais aimé en fait laisser un peu le temps aller, puis parler vraiment aux Saguenayens, puis voir si le projet aurait pu avoir lieu dans les règles de l'art. Malgré le fait qu'elle soit au sein du gouvernement comme ministre des Affaires municipales et députée de Chicoutimi, la ministre André Laforêt hier nous disait sur nos ondes, via nos micros du moins lorsqu'on a recueilli ses commentaires, qu'elle était, on la sentait déçue. Mais elle avait à livrer cette décision-là de la part de son gouvernement quand même. Est-ce que vous croyez que Mme Laforêt était vraiment si déçue que ça ou on y allait vraiment pour dire aux gens, on est avec vous autres, mais on peut pas? Comment vous l'avez perçu, la déclaration de Mme Laforêt, vous? J'ai l'impression qu'à la base, Mme Laforêt, là, il me semble qu'elle était déjà sortie pour le projet. Oui. Du moins, elle n'était pas réticente au projet à la base. Maintenant, ce qu'elle disait, c'est qu'avec les mois qui ont passé, elle est devenue de plus en plus réticente au projet. Effectivement. Mais personnellement, moi, je pense que suite à la réunion du Conseil des ministres qu'il y a eu le matin, je pense qu'il y a eu une ligne du parti qui est sortie de là. Puis Mme Laforêt a dû suivre cette ligne de parti-là. Donc, je veux pas mettre des mots dans la bouche de Mme Laforêt. Non, c'est correct. Mais je pense que Mme Laforêt était pas si contre que ça. Puis on l'a vu un peu, j'ai eu le même sentiment que vous, que j'ai eu l'impression qu'elle était un tantinet déçu. Oui. Puis je peux la comprendre parce qu'en fait, elle représente les gens du Saguenay, elle représente l'économie régionale. Puis son discours par la suite qui disait on dit non à ce projet-là, mais on va dire oui à d'autres projets. Je vous promets l'effervescence de l'économie régionale du Saguenay. Donc, on voyait qu'elle comprenait que c'était un coup dur pour les Saguenayens, puis qu'il fallait qu'il y ait d'autres projets par la suite. Mais ça envoie tellement un message clair aux investisseurs étrangers que ça fait peur, ça fait peur. Ça fait peur aux investisseurs étrangers. C'est ce que j'ai toujours dit, un des problèmes de la politique québécoise, c'est justement cette ligne de parti. Elle ne peut pas nous défendre parce que son chef ou son parti a décidé que c'était non. Ça m'écoeure parce que de la politique, normalement, la démocratie, c'est censé être représenter le peuple. Alors qu'elle ne représente pas le peuple, vu qu'on a vu que le sondage était pour, elle est obligée d'être contre parce que son parti est contre. Et comme ils sont majoritaires, c'est pas loin de la dictature. Un auditeur très au fait de la politique régionale est en train de m'écrire. Il me dit, André, c'est pas compliqué, Mme Laforêt a préféré son parti plutôt que notre région dans ce dossier-là. Oui. Effectivement, puis c'est triste à voir parce qu'on se souvient, la CAQ, c'était à la base le parti des régions, puis enfin en région, parce que moi je viens de Bécancour aussi, donc je viens des régions, enfin on avait un parti qui disait qu'il était pour l'économie des régions, qui allait favoriser la croissance économique de nos régions, puis là quand ils ont en fait l'opportunité de le faire, ils disent non. Puis comme vous dites, les investisseurs étrangers, ça leur fait peur. Puis même, on a vu pendant les discussions entourant le projet, il y a des investisseurs qui se sont retirés. Puis là, le gouvernement vient nous dire,
ben c'est sûr qu'ils se sont retirés, c'est pas un bon projet. Mais en fait, c'est pas parce que c'est pas un bon projet, c'est parce que les règles sont tellement floues au Québec, puis les investisseurs ont peur de venir ici qu'ils se retirent. C'est à cause du gouvernement, c'est pas à cause du projet ou du peuple saguenayien. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Madame Laforêt mentionnait dans son entrevue, dans sa cote d'entrevue qu'on a pu recueillir, que on parlait d'Elysis, mais Elysis, c'est ça. Quelqu'un d'autre nous faisait remarquer que les anodes seraient produits à l'extérieur de la région. Fait que quel message d'espoir on peut avoir également avec le projet Elysis dans la région? C'est à se demander si le projet est si annonciateur de bonnes nouvelles que ça aussi, là. Ben effectivement. Puis quand le gouvernement commence à choisir les gagnants et les perdants sur un marché, ça devient assez inquiétant. Puis ça, c'est une autre chose qui va inquiéter les investisseurs, de se dire est-ce que nous, on va être les chouchous du gouvernement ou non? Donc ça devient vraiment, là, quand le gouvernement devient trop impliqué comme ça dans l'économie, ça peut être inquiétant, surtout quand on a d'autres places comme chez nos voisins du Sud, aux États-Unis ou encore même à l'Ouest. Tant en Alberta qu'en Ontario, où les entreprises peuvent aller investir. Mais peut-être qu'un jour, au Québec, il faudra se regarder dans le miroir puis se dire, est-ce qu'on peut être plus flexible avec notre cadre réglementaire pour attirer les investissements? Je pense que c'est ça la réflexion qu'il faudra avoir. Et ça peut être dangereux à amener de la corruption aussi, parce que des compagnies peuvent finalement finir par essayer d'acheter des politiciens pour pouvoir justement entrer sur un marché. Ben, c'est ça, c'est parce qu'une fois que l'État devient tellement gros, puis l'État contrôle un peu une bonne partie de l'économie, ben là, c'est propice au gaspillage, c'est parfois propice au pouvoir des lobbies au final. Puis c'est ce qu'on voit présentement avec certains projets. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut faire attention au Québec, là, parce que l'argent public, au final, c'est l'argent des familles québécoises, puis il faut y faire attention. Puis on a déjà un grand historique de gaspillage au Québec. Oui, c'est ça. Champion des subventions. Nous autres, ce qui nous sidère aussi là-dedans, M. Ouellette, en terminant, c'est que les leaders, ceux qu'on identifie comme nos leaders régionaux, la mairesse de Saguenay était absente hier lors du dévoilement de la conférence de presse. Elle invoquait ses vacances, mais pas plus tard que lundi, elle avait interrompu ses vacances pour faire une annonce électorale à l'aéroport de Bagotville. Elle est en vacances quand ça fait son affaire, mais hier, on déplore l'absence de la mairesse lors de la conférence de presse et l'absence du député du comté du Buc, où normalement devait s'implanter le projet. C'est encore inexplicable à nos yeux, mais regarde, leader, quand ils veulent, ça dépend des occasions. Mais il faut le faire quand même. C'est un projet qui aurait été un investissement de 14 milliards de dollars, qui aurait été le plus gros investissement de l'histoire du Québec. Puis là, on invoque des raisons de vacances pour pas être là. Ah, ça n'a pas de bon sens. C'est un peu de rire des gens. Là. Ça, maudit! Hey, là, c'est pas moi qui l'a dit, mais M. Ouellette, j'abonde dans le même sens que vous. On rit un peu des gens. D'ailleurs, madame... Non, ça, je compléterai après vous avoir parlé. Hey, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de votre point de vue extérieur. Est-il besoin de vous le rappeler? Très apprécié, M. Ouellette. Ben, merci beaucoup à vous. À la prochaine. Bonne journée. Et point de vue économique aussi. C'est ce que je trouve important pour faire comprendre aux gens à quel point on vient de perdre quelque chose. Incroyable. De gros. Décevant. Là, on se rabat, on dit que la ville... Et je regarde, parce que, tu sais, on parle d'économie, puis les gens voient juste la compagnie. Mais, tu sais, Jimmy vient de rentrer dans le studio. Ouais. Je me dis, tu sais, 1000 travailleurs de plus dans la région. Imagine le nombre de voitures que Hyundai vendrait de plus. Et voilà. Tu sais, ça va jusque-là, l'économie. Tu sais, on parle juste... Ouais, la compagnie, les employés. Non, les achats faits aussi par ces employés-là qui arrivent dans la région comme des voitures, comme des maisons. J'ai un auditeur du 92.5 qui s'appelle Alain. On va l'identifier uniquement par son prénom. Alain a un fils qui est ingénieur. Il espérait beaucoup de GNL. Vient de finir ses études en ingénierie. Attendait juste GNL. Va aller à l'extérieur. C'est exactement ce qu'Alain disait. Il dit, mon fils maintenant vient d'appliquer à l'extérieur puis s'en va. Mais il espérait beaucoup de